Hello ho! Faut-il craquer ou non pour la nouvelle Switch OLED de Nintendo? La réponse est non. Merci, ciao! Évidemment, nous n'allons pas finir la vidéo tout de suite, ce serait indigne de ma part, même si je m'avère indigne dans la vie de tous les jours. Un écran OLED, donc avec des pixels auto-émissifs, il n'y a pas de rétroéclairage, il n'y a pas de couche de rétroéclairage, ce qui permet aux pixels d'émettre leur propre lumière et de s'éteindre le cas échéant, donc d'avoir des noirs absolus, un contraste parfait. C'est la grande force de l'écran OLED, et c'est à peu près tout. Quoique non, l'écran est un peu plus grand, 7 pouces pour la Switch OLED, 6,2 pour la Switch classique, 5,5 pour la Switch Lite, donc la Switch qui est réservée à un usage strictement portable. Les marges sont également plus fines. On notera également la présence d'un port Ethernet sur le dock de la Switch OLED, ce que n'a pas la Switch classique, ainsi qu'un plus grand support ajustable pour pouvoir jouer à la Switch en mode portable, mais à distance, notamment avec les Joy-Con qui se débranche quoi, je veux dire. Mais aussi 64 Go de mémoire interne pour la Switch OLED contre 32 Go pour la classique et la Lite. On note également une amélioration des haut-parleurs avec un son plus clair, plus cristallin et un prix, et c'est là où ça commence à faire tiquer, 350 € pour la Switch OLED contre 300 € pour la Switch classique et 200 € pour la Switch Lite. Il y a quand même un gap de 150 € entre la OLED et la Lite. Et le truc c'est que, à part l'écran OLED qui est en soi très bon, on ne va peut-être pas tilter sur les noirs absolus tout de suite, mais au bout d'un certain temps d'utilisation, il est très compliqué de revenir en arrière à l'écran LCD, là où l'écran OLED, outre les noirs absolus, va proposer des couleurs plus vives et plus éclatantes. Éclat de lumière! Mais voilà, à part ça, il n'y a rien de foufou. La puissance du processeur reste la même, il n'y a pas une hausse de framerate, les graphismes, c'est pas du 4K, loin de là. Et à la réponse, faut-il investir dans une Switch OLED? Bien évidemment que non, sauf si vous n'avez pas de Switch. Et encore, mon cher Watson. Faut-il ou non débourser 50 € supplémentaires pour l'écran OLED? Bon, dans l'absolu, j'ai envie de dire oui. Sauf si, bien évidemment, vous jouez sur la télévision principalement. Dans ce cas-là, bon, la question ne se pose pas. En revanche, si vous êtes sur une utilisation hybride, l'optique OLED peut effectivement être intéressant. Par contre, si vous êtes sur une utilisation principalement portable, prenez une Switch Lite, elle est pas chère. Toute la ludothèque Switch fonctionne dessus, donc bon, what else. La Switch OLED, c'est principalement pour celles et ceux qui n'ont pas encore de Switch et qui privilégient une utilisation soit hybride, soit hybride. Pour le coup, portable entre Lite et OLED, 150 € de différence entre le modèle OLED et la Lite, non, ne vous faites pas de mal. Sauf si vous êtes très chou, très exigeant. Très exigeant. Oh oui, je suis très exigeant. J'ai bu trop de café. Et voilà, c'est à peu près tout à vrai dire. Notez les rumeurs d'une Switch 4K, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Nintendo a tenu à démentir. Apparemment, il y a des kits qui auraient déjà été livrés aux développeurs. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Quoi qu'il en soit, une Switch 4K, c'est inévitable. C'est un peu comme les rumeurs de la Switch Pro à l'époque, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Peut-être courant 2022, voire 2023, allez savoir. Cette fois-ci, on devrait avoir un boost des capacités graphiques. Un processeur beaucoup plus costaud, une carte graphique beaucoup plus puissante, ce qui pourrait permettre un affichage 4K et ou un framerate à 60 fps. On l'a déjà sur certains jeux Switch, je pense à Animal Crossing par exemple, Smash Bros, je crois, Bayonetta. Il se peut que Nintendo ait recours à l'upscaling, sachant que la compatibilité des futurs jeux Switch devrait être assurée dans tous les cas pour la Lite, la classique et la OLED évidemment. C'est juste que sur la 4K, vous aurez des textures plus lisses, vous aurez une meilleure animation, et c'est déjà beaucoup. Surtout pour les jeux qui sont assez exigeants de type The Witcher. Et après, est-ce qu'on va avoir des jeux exclusivement 4K? Pas sûr. Ça serait peut-être pour le prochain modèle. À un moment donné, Nintendo va devoir délaisser les précédents modèles, mais on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Sur ce, on embraye à mes animes du moment. J'ai récemment terminé J'ai récemment terminé Baki Hanma, l'histoire d'un garçon qui veut exploser son père. C'est un peu la surenchère des muscles, une atrophie omnisciente, mais qu'est-ce que c'est kiffant. Beaucoup de personnages sont charismatiques avec des seiyuu incroyables. Les 12 épisodes de cette nouvelle saison défilent à une vitesse incroyable. Je note également Boruto avec une adaptation de l'arc Kara qui s'est avérée absolument fascinante, époustouflante, potentiellement traumatisante. Shaman King, toujours aussi sympatoche. Là, on arrive à la fin de la première saison. La saison 5 de My Hero Academia s'est terminée. J'ai plutôt aimé, même si ils auraient pu ne pas rusher l'arc My Villain Academia. On aurait dû y consacrer au moins 2-3 épisodes de plus. Surtout que l'arc précédent, il y a des épisodes, on aurait pu les enlever, quoi. Il y a même un épisode HS, Food Wars, toujours aussi stylé. Là où j'en suis, c'est la saison 3, on est en train d'explorer le passé du père du héros, Joichiro, je crois. Et c'est poignant, c'est poignant. Et ça donne tellement faim.
Pokémon toujours dans la place, il y a un spin-off Pokémon Evolution qui commence à sortir, là il y a eu 2 épisodes très bien réalisés. Tokyo Revengers est terminé, au final ce fut une saison très marquante avec un cliffhanger de fin, je crois que c'est le cliffhanger de fin qui m'aura le plus estomaqué de l'année. Au niveau drama du moment, sans surprise, Squid Game, j'ai adoré. Je fais partie des First Watchers, c'est-à-dire celles et ceux qui ont regardé Squid Game quand il n'y avait pas encore eu la grosse hype qu'on a actuellement, la déferlante. Ça s'inscrit dans la lignée des Survival Games, à la Alice in Borderland. Mais aussi Kaiji, un excellent anime que je recommande à toutes et à tous. À quand une saison 3 ? Au passage. Contrairement à Alice in Borderland qui se veut plus spectaculaire, Squid Game est très psychologique, très sociétal, et en ce sens parvient à nous faire attacher à des personnages parfois complexes, et du coup les jeux sont d'autant plus fascinants et tragiques, bien évidemment. Peut-être mon coup de cœur de l'année. Le problème en soi de Squid Game, c'est juste que, vu qu'a priori ça va être la série, le drama le plus hypé de l'année, évidemment quasiment tout le monde va le regarder, et sur tout le monde, il y en a certains qui vont pas comprendre cette hype et qui vont être déçus. Ça arrive tout le temps, c'est un phénomène récurrent. Au niveau de mes séries du moment, Sex Education saison 3 est toujours aussi superbement réalisée. Il faudrait que l'on impose Sex Education dans les collèges et lycées, qu'on explore un peu plus nos sexualités, nos sentiments, que l'on parvienne à contrôler ces débordements inassociables. Ça n'existe pas ce mot. Ce flux éternel d'émotions qui empoigne nos cœurs et étreigne nos âmes. Ouais. Good Girls saison 4, toujours aussi sympa, toujours aussi divertissant. Ça commence un peu à tourner au rond, certes, mais mon affect envers les 3 principales protagonistes est tel que je laisse couler. What If, qui s'est terminé aujourd'hui, vu que je suis en train de tourner ce mercredi, le final selon moi fut à la hauteur de ses ambitions. Regardez What If. Mes mangas du moment, le tome 42 de Haikyuu m'a... Je n'ai pas de mots, c'est l'un des volumes de l'année clairement qui m'a le plus marqué. C'est un risque assez gros qu'a pris l'auteur et je trouve ça incroyable. L'arc actuel de Dragon Ball Super est toujours aussi sympathique, notamment eu égard au personnage de Vegeta, mais pas seulement. Là, le lore, il commence à être exploré et on se demande, on a hâte de savoir ce qu'il va venir par la suite. Le tome 23 de One Punch Man, le dessin hallucinant de Yusuke Murata, le talent narratif de One, les doubles pages, les personnages, le world building, le character building, le manga incontournable de ma vie d'adulte et de loin. Le tome 99 de One Piece est également très sympa, les confrontations épiques commencent à s'installer les unes après les autres et c'est assez spectaculaire. My Hero Academia tome 30 est également fou, il conclut l'un des arcs les plus importants de l'œuvre ever, et on sent qu'on arrive à un tournant, on sent qu'on arrive à un changement d'air. Petit reshoot, j'ai oublié mes jeux du moment. Alors sur mobile, Pokémon Go, Pokémon Masters, Mario Kart Tour, ça c'est pour le côté compétitif, addiction, fun. Tout ce qui est chill, c'est essentiellement Animal Crossing Pocket Camp. Sur Switch, je suis encore et toujours sur Animal Crossing New Horizons. Je sais, j'ai dit que j'arrêterais, mais en fait... Il me manque encore une espèce sous-marine et beaucoup d'œuvres d'art. Notez qu'une mise à jour a été enfin annoncée, la cafétéria de Roberto. Nous devrions en savoir davantage le 19 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Autrement, je compte enfin me mettre à Breath of the Wild. Ça fait des mois que je dis la même chose, mais cette fois-ci... c'est bon. Smash Bros, je vais également m'y remettre. Je voulais me prendre les 2 sets de DLC en même temps, mais j'ai ensuite réalisé que c'était 60 € les deux. Je vais y aller petit à petit. J'opterai probablement pour le 2e set, sachant qu'il y a Sephiroth et Sora, le combattant final, et c'est une belle conclusion pour le jeu de Masahiro Sakurai, qui aura réuni toute la crème du jeu vidéo. Il y a tout le monde, sauf Waluigi, mais bon, ça va quoi. Mes lectures du moment, alors j'ai honte, mais je suis toujours sur Nous rêvions juste de liberté, qui est excellent. C'est tragique, c'est beau, c'est poétique, c'est dramatique, c'est des rêves, c'est l'enfer, c'est la soif de liberté, c'est l'envie de voyage et c'est le piège infernal de la société. Celui-là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Au niveau de mes films du moment, rien de fou. Je fais partie de celles et ceux qui ont été déçus de Dune. Denis Villeneuve, en soi, je savais que c'était pas ma cam. Son Blade Runner, je m'étais endormi. Et là, c'est un peu la même chose. La photographie est superbe, le lore est intéressant, les décors sont époustouflants. Idem pour les costumes, mais le rythme soporifique. L'intensité émotionnelle est très fléblarde. Il y a juste la protagoniste incarnée par la mère qui est intéressante, qui parvient à véhiculer cet aspect émotionnel. Puis l'action, les chorégraphies, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. J'ai vu en avant-première Mourir peut attendre, donc le dernier James Bond. Déjà, en fait, j'avais pas aimé Spectre. Là, si vous voulez, c'est la suite de Spectre avec des personnages qui ne m'avaient pas emballé. Je pense notamment au méchant qui est incarné par Chris Walt, la James Bond Girl qui est incarnée par Léa Seydoux, et même Daniel Craig, j'ai l'impression qu'il en avait marre. Au niveau du jeu d'acteur, pas foufou. Ils ont essayé d'installer un peu de dramaturgie, d'étoffer le personnage de James Bond, le rendre plus humain, mais bon, c'est pas... Non, voilà.
J'ai eu le courage de regarder Space Jam 2, c'est très familial, peut-être que les gosses vont aimer quand t'as passé un certain âge. Enfin, mes musiques du moment, Gamashura de Shiko with Honora, le dernier opening de Boruto. Et je note également Unbei no I de Hironobu Kageyama, c'est l'homme qui est à l'origine des premiers openings de Dragon Ball. Il est également à l'origine de la composition de la musique lorsque Sangohan se transforme pour la première fois en Super Saiyajin 2 face à Cell. Ce sera tout pour cette édition pêle-mêle. Prenez soin de vous. Ciao ciao.